Pour Mia Berthier, le grand jour est arrivé. Avec son frère, elle ouvre son premier restaurant. Au menu, blanquette de veau et salade d'endive à la fourme. À quelques minutes du coup d'envoi, la tension monte. Je suis très stressée. Non, ça va, on a fait une bonne mise en place. On a un peu commencé hier. Et puis, il n'y a plus qu'à. Bonjour, salut. Les premiers clients arrivent. C'est le début d'une aventure, souvent risquée. Pour réussir, il va falloir éviter les pièges. Plat dessert. Chaque jour, une quinzaine de restaurants ferment en France. Être un bon chef n'est pas forcément une garantie. La chute est souvent brutale pour ceux qui mettent la clé sous la porte. Pour moi, c'était le blocage. Je me dis, ouais, j'ai échoué. Autant j'ai échoué professionnellement que j'ai échoué au point de vue personnel. D'autres restaurateurs, eux, se battent pour se maintenir. On clôturait les comptes et mon comptable me dit, si tu continues comme ça, au mois d'octobre, tu es au pied du mur. Alors, quelles sont les recettes du succès et comment éviter l'échec? Nous avions rencontré Mia Berthier quelques jours avant son ouverture. Donc, je te monte la cuisine. En plein préparatif. Superbe. À ses côtés, celui qui l'a formé prodigue ses conseils. En fait, t'as un peu de matériel. Tout ça, t'as récupéré tout déjà de l'ancien Oui, propriétaire? en prenant le fond, en effet. C'est en super bon état, dis-moi ton fourneau, là, c'est bien ça. Cet ex-chef de cuisine au Ritz accompagne chacun de ses élèves. Grand frigo, ici, ça va être tout ce qui est produit brut. C'est ça. Là, voilà, on va se mettre certainement un produit carné, un produit tous les végétaux. On a tout testé. Dans cette petite cuisine, tout doit être à portée de main. J'ai besoin de savoir comment m'organiser dans cette cuisine pour bien anticiper les choses et surtout bien travailler, envoyer les plats en temps, en heure. Le gros point noir, en général, c'est vraiment l'organisation. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant ce fourneau-là, comment je fais pour sortir 25, 30, 40, 50 assiettes dans un temps limité. Donc là, ta formule du jour. Après la cuisine, la carte. Le prix, très important. Vous n'êtes pas dans un musée ici, hein. C'est-à-dire que les prix doivent être visibles tout le temps et compréhensibles par tout le monde. Ensuite, la visibilité. Dans ce quartier parisien, c'est une priorité. Il faut que ça se voit en dehors, il faut que vraiment que vous travaillez, pas hésiter peut-être à remettre une lumière là devant. Donc là, voilà, on a une maxime dans la restauration, on dit toujours ce qui compte dans la restauration, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Être un bon cuisinier ne suffit pas. Antoine Amalou en a fait l'expérience. Il a fait faillite. Moi, on sait qu'on est dans la région des Côtes-Rôties. Hein. Il en reste encore quelques-unes. Son restaurant se trouvait dans ce manoir, au sud de Lyon. Donc ici, c'était la salle du personnel. Il revient pour la première fois dans sa cuisine. Voilà ce qu'il en reste. À l'époque, ils étaient jusqu'à 5 au fourneau. On a fait des ravioles de homard, des risottos au cèpe, des pigeons farcis, des Saint-Jacques, carpaccio de Saint-Jacques. Son restaurant est même répertorié dans les meilleurs guides. Donc on avait une fourchette au guide Michelin. On prend une certaine confiance parce qu'on se dit quand même, le guide Michelin, on est reconnu sur le guide Michelin. Et il tombe dans le piège. Ne pensez qu'à sa cuisine, oubliez le prix de revient des menus. Vous ne le vendiez pas assez cher? Non, je pense pas assez cher. Ou peut-être parfois peut-être trop copieux, les portions peut-être mal équilibrées. Donc ici, j'avais une grande salle où on pouvait mettre 80 couverts. Son autre erreur, avoir vu trop grand. Ici. 10 salariés et un immense manoir. Pour l'entretenir, il vend sa maison, engloutit ses économies, emprunte 200 000 €. Les clients étaient nombreux, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, Antoine Amalou est salarié dans une brasserie. 3 ans après, il rembourse encore ses dettes. La fin d'un rêve. D'autres restaurateurs ne restent pas seuls face à leurs difficultés. À Banyuls-sur-Mer, les propriétaires de cet établissement ont fait appel à un conseiller en restauration. Désormais en cuisine, Christopher Terleski impose sa rigueur. Le chef doit peser les portions. Ici, 150 g de cabillaud. Je retrouve avec la quantité exacte de poisson nécessaire. À chaque plat, sa fiche technique. Bon, c'est des fiches très simples qui indiquent les ingrédients principaux dans un plat. Qui à partir de là, ça calcule le prix de revient des plats, ce qui nous permet de calculer le prix de vente. C'est bon. Plus aucun dérapage. Et le personnel a été formé pour limiter les pertes. Sur un cabillaud qui arrive entier, on ne perd rien du tout. Parce que tout ce qui est chute, tout ce qui est pas beau, les petits morceaux, toutes les petites chutes qu'on a, ça ira dans la sauce. Dans cette assiette, la matière première revient à 4 €.
Mais avec les charges, pour ne pas perdre d'argent, il faut la vendre au minimum 16 €. Oui, chef. Et le conseiller s'est aussi occupé de la carte avec quelques petites astuces. Si vous mettez par exemple un menu sur une page de droite plutôt qu'une page de gauche, le menu sur la page de droite a tendance à mieux se vendre qu'une page de gauche. Christopher Terleski a facturé ses services 3 500 €. Mais pour les propriétaires, le rapport coût-bénéfice est plus que favorable. On avait perdu 80 000 € sur la saison. Grâce à l'arrivée de Christopher, la première année, on avait pratiquement endigué et on était monté à plus 60 000 au bilan. 150 000 € gagnés en un an, au prix d'un bouleversement total des habitudes. Aujourd'hui, le restaurant est sauvé et vise une étoile. Voilà, et bon appétit si vous êtes en train